a un effet pervers, c'est-à-dire à rallonger le délai, au moyen duquel le juge instruit son dossier, et le souci à statuer est devenu vraiment un souci à délibérer. Et à partir de cette réforme-là, lorsque l'exception est soulevée, le juge peut poursuivre l'instruction de l'affaire jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle, qui a un délai de 30 jours pour statuer, délibère. Donc, voilà ce que je peux dire. Maintenant, sur le cours de la procédure devant la juridiction constitutionnelle, eh bien, lorsque l'exception est transmise par le tribunal ou la cour d'appel ou la Cour suprême à la Cour constitutionnelle, après que l'affaire soit enrôlée, évidemment, les parties sont conviées à exposer leurs moyens et un rapporteur est désigné et la Cour constitutionnelle rend sa décision dans le délai prévu par la Constitution. Ça veut dire, monsieur le professeur, que la Cour constitutionnelle au Bénin peut être saisie de deux manières, soit par les juges, soit par les citoyens directement. Absolument. D'ailleurs, il y a des hypothèses dans lesquelles le citoyen soulève l'exception d'inconstitutionnalité et puis exerce aussi l'action directe en saisissant comme un citoyen ordinaire la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité de la loi. Lorsque cela arrive, quand il y a concomitance, contemporanéité des deux recours, il y a jonction et la Cour se prononce. Merci. Alors, Laurent, tu as peut-être d'autres questions. Moi, j'en ai une qui, dans l'évolution des cours constitutionnels en Afrique, beaucoup de pays ont une cour constitutionnelle sur le modèle du Bénin. Moi, je pense à la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire. Elle a un régime qui me semble à peu près semblable à celui de la Cour constitutionnelle du Bénin, puisque la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire reçoit directement les réclamations des justiciables. Et par conséquent, le modèle béninois s'est répandu, ou le modèle ivoirien, je ne sais pas, mais ce système-là est assez répandu en Afrique. Dans la foulée des processus démocratiques à partir de 1990, il y a eu comme une sorte d'inspiration réciproque entre les États. Et évidemment, nous avons le même modèle au Mali jusqu'à la constitution, je pense, qui est en train d'être révisée. Nous avons le même modèle au Togo, le Gabon, Madagascar, bien entendu, et certainement la Côte d'Ivoire. Et donc, ce modèle est un modèle de synthèse entre le modèle américain et le modèle français. Et le modèle américain et surtout allemand, c'est le modèle allemand qui institue une véritable cour constitutionnelle et qui permet donc que les citoyens puissent agir devant une telle juridiction. Donc, c'est un modèle de synthèse. Et tantôt, c'est 9 juges, comme en France, et tantôt, c'est 7 juges, comme au Bénin. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'à partir du moment où le Conseil constitutionnel peut être saisi directement par les citoyens, il ne devient pas un législateur par soustraction? Je veux dire par là que, au fond, le vrai législateur, c'est le Conseil constitutionnel. S'il y a une loi qui lui convient, il l'accepte, et s'il y a une loi qui ne lui convient pas, il l'écarte. Est-ce que vous l'avez dit dès le départ de votre introduction, monsieur le bâtonnier. Au fond, aujourd'hui, celui qui certifie le sens de la loi, hein, le certificateur, celui qui authentifie la Constitution, c'est le juge constitutionnel. Celui qui dit de la Constitution ce qu'elle est, c'est la juridiction constitutionnelle. Et c'est ce qui, on peut critiquer cela, mais cela permet de rendre actuelle la Constitution et d'adapter les besoins, la Constitution aux besoins donc, de la population. Mais évidemment, la juridiction constitutionnelle, c'est elle qui dit ce que est la Constitution.
Laurent a peut-être d'autres questions. Mario-Di Sissoko a une question. On va laisser l'honneur aux femmes et ensuite je poserai une petite question. Voilà, Mario-Di, il faut remettre ton micro. Oui, voilà. Merci Laurent, je vois que la galanterie n'est pas morte, ça fait plaisir. Alors je profite pour rebaisser la main. En fait, j'avais peut-être une ou deux réponses à apporter aux questions que j'aperçois dans le chat. Et puis, en fait, Monsieur le Président, j'avais d'ailleurs une question à vous poser, enfin, parce qu'en fait, les échanges m'ont amené cette question qui est un peu en lien avec celle de Monsieur le Bâtonnier. Alors, je vais peut-être commencer par la dernière question que j'ai vue concernant la composition du Conseil constitutionnel français. Il est vrai qu'en France, on cible beaucoup cette composition qui est assez bizarre à deux titres. Premier titre, c'est que les anciens présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel. Alors même s'ils ne siègent pas ou ne siègent plus, visiblement, en tout cas dans l'affichage, ça pose quelques difficultés. Et deuxième point sur lequel la composition est parfois considérée comme un problème, c'est que les membres du Conseil étant nommés par des autorités politiques, président de la République, et le président de chaque assemblée du Parlement, on voit bien que très souvent, c'est par exemple pour remercier un ami politique, etc., qui n'est pas nécessairement un grand juriste ou un juriste, encore moins un professeur de droit. Et donc, effectivement, la question se pose notamment dans le cadre d'un potentiel conflit d'intérêts en matière de QPC. Si, par exemple, vous avez été ministre de la Justice, que vous avez porté une réforme pendant que vous étiez ministre de la Justice, la loi a finalement été adoptée, et puis 3 ans après, vous n'êtes plus ministre, mais vous êtes devenu membre du Conseil constitutionnel, et par le biais d'une QPC, cette loi à l'origine de laquelle vous êtes se trouve être contestée devant le Conseil constitutionnel. Donc, effectivement, la question se pose. Après, dans les faits, ce que l'on constate, à mon sens, c'est que c'est plus ou moins un faux procès qui est fait au Conseil constitutionnel. À mon sens, c'est plutôt une question de, si vous voulez, d'apparence, d'impartialité. Donc, c'est comme si on demanderait une apparence d'impartialité. Moi, je fais partie des gens qui sont plutôt minoritaires, il me semble, dans la doctrine constitutionnaliste française, qui considèrent que le fait que les membres du Conseil constitutionnel aient une expérience politique n'est pas un problème, et à mon avis, c'est au contraire une richesse, parce qu'en fait, ils savent ce qu'est le jeu politique. Or, il s'agit le juge constitutionnel est un juge qui traite de textes qui, au départ, ont véritablement cette essence politique. Donc, moi, à mon sens, ce n'est pas un problème. Et par ailleurs, dans les faits, on ne constate pas énormément ce type de problème. Il y a d'autres problèmes qu'on constate. Par exemple, on sait qu'à l'époque des décisions justes, lorsque les décisions a priori existaient, on sait que la décision IVG, par exemple, a été votée dans le sens qui est le sien parce que l'un des membres du Conseil constitutionnel voulait s'opposer au président ou à un des ministres, je ne sais plus, en place, parce qu'il lui avait refusé la Légion d'honneur. Donc, en fait, parfois, ce sont d'autres raisons qui viennent un petit peu se télescoper. Et là, en France, il y a eu la question du débat, il y a eu le débat sur la loi portant sur la réforme des retraites. D'ailleurs, on en a un petit peu parlé tout à l'heure quand le président Jacques-Benou nous présentait le fait que le Conseil constitutionnel finalement s'ouvrait énormément, la Cour constitutionnelle béninoise s'ouvrait énormément aux justiciables et qu'en fait, ils s'en saisissaient. On a tellement eu ce problème avec le Conseil constitutionnel français et la question des retraites qu'il y a eu une photo absolument désastreuse dans plusieurs médias, y compris, je crois que c'était dans le New York Times, où en fait, on ne voyait plus le Conseil constitutionnel, c'était une photo du Conseil constitutionnel, et en fait, on voyait une marée de casques bleus de CRS qui protégeaient le Conseil constitutionnel de manifestations au moment où la réforme des retraites allait être portée devant lui. Donc, si vous voulez, la composition, pour revenir sur la question de départ, la composition, d'un point de vue théorie de l'apparence, soulève des questions. À mon sens, ce n'est pas un problème fondamental. Le problème, ce serait plutôt non pas d'éviter les politiques, les personnes d'origine vie politique, mais ce serait d'imposer des capacités de juriste, des compétences de juriste. Ça, c'est pour répondre à la première question. La deuxième question, alors je suis désolée parce que là j'en vois plein, je les relirai après, donc je me suis arrêtée à 19h10 et je rebondis sur la question de 18h52 sur le gouvernement des juges, ce qui va me permettre de poser la question à notre président Jacques-Benou.
Sur la question, effectivement, est-ce que le juge constitutionnel n'est pas en définitive l'incarnation d'une sorte de gouvernement des juges au regard, en fait, de l'importance des pouvoirs dont il est doté et dont il se dote aussi lui-même? Il y a toujours le risque, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fini mon intervention sur la question du rapport entre le Parlement et le juge, et M. le bâtonnier le soulignait tout à l'heure. Est-ce que finalement le juge constitutionnel ne se fait pas législateur? Si, et même avant la QPC d'ailleurs, on parle d'ailleurs de législateur négatif. Il y avait la formule de, je crois que c'était le doyen Favoreux, qui disait que le Conseil constitutionnel a la gomme, mais il n'a pas le crayon, donc il peut gommer des textes, mais il ne peut pas réécrire les textes. En réalité, lorsqu'il recourt à la technique des réserves d'interprétation par lesquelles il indique que si la loi est considérée dans ce sens, alors elle est conforme à la Constitution, il se fait en réalité législateur. Mais ça existait avant même la QPC. En revanche, ce que l'on constate avec la QPC, c'est que d'une part, d'un point de vue statistique, ça lui donne plus de possibilités de le faire, et ensuite, je reprends l'exemple de la garde à vue, c'était très intéressant. Avec la QPC, ce que le Conseil constitutionnel a fait, c'est qu'il a largement développé sa possibilité de différer dans le temps l'effet de sa décision. Et on l'a vu avec la garde à vue. La garde à vue, il dit, à telle date, je ne sais plus ce que c'est, peut-être janvier, en janvier, il précise, la loi sur la garde à vue est contraire à telle ou telle disposition de la Constitution. Le problème, c'est qu'il ne s'estime pas, c'est sa formule, hein, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Donc, se retranchant derrière cette position qui montre que parfois, il ne va pas trop loin, donc on évite le gouvernement des juges, il dit « Le législateur dispose de 6 mois pour mettre en œuvre, enfin adopter une nouvelle loi relative à la garde à vue. » Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un côté un peu désastreux d'un point de vue effet utile pour le justiciable, c'est-à-dire que vous avez des justiciables qui se sont vus répondre par le Conseil constitutionnel « Oui, effectivement, votre garde à vue, en fait, ne tient pas parce qu'elle est contraire à la Constitution, mais en fait, on va la maintenir parce que c'est le Parlement qui doit mettre en place, enfin, voter une nouvelle loi sur la garde à vue. Donc, pendant 6 mois, on sait que le texte est contraire à la Constitution, mais c'est le texte qui est applicable. Et donc là, si vous voulez, on évite un petit peu le gouvernement des juges. Et j'en arrive à ma question pour notre président, c'est que j'ai trouvé vraiment très intéressant, je vous remercie parce que je ne connais absolument pas le système de la Cour constitutionnelle béninoise et le fait que le justiciable puisse se saisir à divers égards ou par le biais de diverses procédures du juge constitutionnel, je me posais la question, premièrement, est-ce que la Cour ne croule pas sous le nombre de saisines? Parce que vous disiez à un moment donné, peut-être que le mouvement en France va venir de l'ouverture de la saisine du Conseil aux justiciables. Pour le moment, ce n'est pas abordé. On reste sur l'idée du filtre. Et par ailleurs, ça n'est pas abordé parce que, pour vous donner une idée, le Conseil constitutionnel français, aussi grand qu'il puisse être, c'est 9 juges, 100 stagiaires, sans conseiller ou aide à la décision. Et en tout et pour tout, de toute la maison, si vous voulez, hein, de la personne qui conduit le président, donc du chauffeur au président du Conseil constitutionnel, en passant par le service de documentation, le service juridique et puis le cuisinier, par exemple, c'est une 60aine de personnes. Et donc, en réalité, le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, ne s'est pas suffisamment développé pour être capable d'absorber des saisines des justiciables. Donc, moi, ma question par rapport à la Cour constitutionnelle était ici, est-ce que vous ne croulez pas sous le nombre de saisines? Et en lien avec la question du gouvernement, des juges, est-ce que vous avez une idée de l'impact que ces saisines du justiciable a sur le pouvoir du juge constitutionnel béninois et la place qu'il occupe au sein des institutions? Et là, on rejoint la question du gouvernement des juges. Merci d'avance. C'est moi qui vous remercie. Ça, c'est un dialogue entre nous dont sans doute profiteront nos amis. C'est de dire, premièrement, sur le nombre de saisines. C'est effectif. Lorsque la Constitution, la loi organique, le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ne limite pas, ne détermine pas la matière de manière précise, ne limite pas. Il n'y a pas de filtre
dans le rapport entre le citoyen et la Cour constitutionnelle, bien évidemment, le résultat, c'est l'explosion des saisies. Et ces dernières années, cette explosion est remarquable, d'autant par ailleurs que la Cour constitutionnelle intervient sur les questions de détention provisoire abusive, détention provisoire arbitraire, garde à vue abusive ou arbitraire, et que c'est le détenu, pour ne prendre que cet exemple, qui a la faculté de saisir directement au lieu de se contenter des recours contre les ordonnances du juge d'instruction ou les arrêts de la Cour d'appel en matière pénale, pour ne prendre que cet exemple-là. Et donc, c'est effectif. Mais cela instaure-t-il un gouvernement de juges? D'abord, de quelle manière on peut réguler cela? On peut bien réguler cela. C'est l'organisation de la Cour elle-même, et c'est pour cela que, de ce côté-ci, nous considérons que la Cour constitutionnelle, à défaut de se professionnaliser, ce ne sont pas des magistrats seuls. Moi, je suis enseignant, en ayant été désigné à la Cour. Il y a des personnalités de réputation, c'est-à-dire qu'aucune profession juridique ni judiciaire qui sont désignés. Et puis, il y a des magistrats. Dans la composition béninoise, on a 3 magistrats de formation à la Cour constitutionnelle. Alors, donc, de ce point de vue, c'est un problème d'organisation et c'est un problème de respect de la procédure par la Cour elle-même. Évidemment, la Cour est assistée, permettez-moi la répétition, d'assistants juridiques, c'est-à-dire d'auditeurs à la Cour, de personnes qui accompagnent, et qui sont des juristes formés et qui ont pour mission d'accompagner les conseillers dans le règlement de ces affaires. On va dire que ce n'est pas encore suffisant, mais il est important, et c'est la deuxième préoccupation, dans les États en construction, qu'est-ce qui conduit souvent à ce que les citoyens préfèrent, non pas les armes du droit, mais les armes blanches ou les armes de la guerre, parce que le juge est absent ou parce que le citoyen n'est pas entendu. Le Bénin a tenté de régler ces problèmes en érigeant un rapport direct entre le juge et le citoyen, même si l'institution judiciaire classique, avec des procédures, avec des exceptions, avec des fins de non-recevoir, avec l'obligation de constituer avocat, etc., des règles procédurales qui ne sont pas leur nature, des règles de filtrage de l'accès au juge, le Bénin a réglé le problème en considérant qu'il faut, au sens politique et au sens juridique, un rapport direct entre le citoyen et le juge pour descendre les colères, pour faire en sorte que celui qui considère que c'est violer ses droits fondamentaux que de ne pas l'aimer, et bien évidemment, hein, l'homme ou la femme qui considère que son mari doit l'aimer, sinon il viole ses droits fondamentaux, qu'il ou elle puisse saisir la Cour pour être tout au moins entendu, sinon le lendemain, il ou elle peut prendre un coutelas ou un coupe pour régler cette affaire-là. C'est un modèle à dimension sociale, même si ce n'est pas le biais du droit. Et donc, sur le gouvernement des juges, oui aussi. Oui, parce que la seule question, c'est de savoir s'il faut un gouvernement des juges, s'il faut craindre un gouvernement des juges, ou quelle est l'utilité du gouvernement des juges. Bien évidemment. Pourquoi on a des coups d'État un peu partout? C'est parce que le juge est aussi absent. La fonction de régulation des rapports entre les institutions, la fonction de régulation. Dans un État en constitution, il faut l'écouter. Il faut qu'un juge puisse écouter. Il faut qu'un juge puisse dire, ben, moi, je suis député, mes droits n'ont pas été respectés, que je puisse saisir le juge. Je suis un ministre, mes droits n'ont pas été respectés en tant que ministre. Il faut qu'il y ait un arbitre. Au fond, quand on voit des coups d'État militaires, les militaires sont des arbitres. Le Bénin, de 1960 à 1972, était l'enfant malade de l'Afrique en termes de coups d'État, jusqu'en 1990. Au fond, nous avons remplacé la Cour constitutionnelle, les militaires par la Cour constitutionnelle. Alors, il faut faire un choix. Soit il faut faire le choix des militaires, ou bien il faut faire le choix de la juridiction constitutionnelle, qui, en intervenant par le pouvoir de régulation,
en investissant le périmètre des pouvoirs, en disant à chacun ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire, à condition que chacun accepte, que les citoyens l'acceptent, que les institutions l'acceptent. Eh bien, c'est un juge de paix de l'espace politique, pacifier l'espace politique. Et c'est de ce point de vue que, pour un temps encore plus ou moins long, nous aurons besoin, de ce côté-ci, j'en conviens, du juge constitutionnel. Et troisième élément, je pense que c'est aussi un mouvement du monde. Les êtres humains aspirent à la liberté, mais tous regardent le ciel et cherchent Dieu. Alors, il faut que dans la société, chacun dans son espace de liberté arrive à saisir quelqu'un lorsqu'il y a confrontation entre les libertés et les droits. Et donc, j'ai l'impression que plus on aspire à la liberté, plus on veut un juge. La recherche de la liberté va de pair avec la quête d'un juge, qu'il soit juge constitutionnel ou pas. Mais dans plusieurs États, Cour suprême, Cour constitutionnelle, etc., nous en avons encore besoin pour un temps plus ou moins. Mais alors, sur ce sujet, le Conseil constitutionnel français a un délai. Il a un délai très court pour statuer. Et par conséquent, il a un délai de 3 mois dans lequel il doit rendre sa décision. Il y a toute une mise en état quand même de la procédure devant le Conseil constitutionnel. Tout à fait. Au Conseil constitutionnel du Bénin, il y a des contraintes de délai également. Délai de 2 mois. 2 mois. 2 mois. C'est le délai le plus long auquel la Cour est soumise par la Constitution. Dans la plupart de nos règles de procédure dans les États dont nous partageons le même modèle, on va dire, judiciaire, les délais sont imposés aux citoyens ou aux justiciables. Mais c'est à la Cour que le délai est imposé. Elle a un délai d'1 mois. Sauf que, à partir de quand commence le délai? Parce que, évidemment, il y a eu pendant longtemps une difficulté. La Cour arrive très peu à rester dans le délai d'1 mois. Évidemment, une réforme de la loi organique a consisté à dire que le délai d'1 mois commence à partir de la mise en délibéré de l'affaire. Évidemment, l'instruction se fait tout aussi rapidement, mais lorsque la cause est mise en délibéré, la juridiction doit rendre sa décision dans le délai d'1 mois. Peut-être. Pardon. Allez-y, faites passer les questions. Alors simplement, je constate qu'il y a un certain nombre de questions qui sont posées par les participants. Je ne voudrais pas qu'ils se sentent frustrés et qu'ils aient posé leurs questions sans obtenir de réponse. Et je constate qu'on n'a pas entendu le professeur Pérou Sissoko depuis plusieurs minutes. Donc, je voudrais la faire travailler. Marie-Odile, est-ce que vous acceptez de répondre à quelques questions? Avec grand plaisir, si ça peut être utile. En même temps, j'étais en train d'essayer de trouver pour répondre à une question de manière un peu précise. Alors, je les prends un petit peu en vrac et je ne réponds que sur les choses sur lesquelles je pense pouvoir apporter une réponse. Donc, s'il vous plaît, chers participants, vous m'excuserez, mais j'espère au moins que ça vous apportera quelques éléments. Alors, il y en a une première, je suis plus ou moins légitime à la faire parce que je ne suis pas moi-même avocate, enfin à répondre, mais je voudrais quand même commencer par là, puisque c'est la première que j'ai vue après les autres. C'était une question sur dans quel état d'esprit l'avocat, en fait, aborde-t-il son procès constitutionnel? Alors, moi, de manière un petit peu basique, j'allais dire dans l'esprit de le gagner, c'est-à-dire qu'en fait, il sait que s'il a soulevé la question prioritaire de constitutionnalité, a priori, c'est parce qu'il espère que son moyen lui permettra de gagner son procès au fond, par exemple, parce que ça permettra de libérer son client si on lui applique une garde à vue qui est contraire à la Constitution. Donc, lui, tout l'intérêt, enfin, tout son raisonnement va être effectivement de démontrer en quoi est-ce que cette disposition législative sur la garde à vue vient violer ses droits et libertés. Et ça me permet de faire le lien avec une question qui était posée sur en quoi consiste le caractère sérieux. Du côté de l'avocat, ça va être par exemple de dire la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui porte… Alors, d'abord, telle disposition
garantit que nul ne peut être arbitrairement détenu. La jurisprudence du Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité de cette disposition et elle a interprété dans telle décision dans le sens où cela signifie qu'il faut un texte législatif en vigueur. Or, aujourd'hui, le texte législatif qu'on impose à mon client est un texte qui a été formellement abrogé. Par exemple, ce n'est pas quelque chose qui a existé, mais c'est pour vous donner un petit peu le raisonnement. Donc ça, c'est un raisonnement que l'avocat va pouvoir tenir. Il va, face à son problème, la garde à vue, chercher dans le texte constitutionnel, Déclaration des droits de l'homme et puis tout un tas d'autres dispositions, un droit ou une liberté ou des droits et libertés qui en fait sont en lien avec sa disposition législative dont il veut obtenir l'annulation. Il va essayer de savoir comment est-ce que cette disposition constitutionnelle est protégée et interprétée par la Constitution, par la Convention européenne des droits de l'homme, par d'autres textes. Ça peut être un texte international aussi, ça peut être tout à fait des textes qui sont en vigueur à la CEDEAO, pourquoi pas, ça peut donner des éléments en fait, de l'eau à son moulin. Il va regarder quelle est l'interprétation du juge constitutionnel, parce que ça va lui permettre de dire au juge constitutionnel, vous voyez, non seulement cette disposition à valeur constitutionnelle, conventionnelle et tout le bazar, mais en plus, vous-même, dans votre décision X, vous avez considéré que ça signifiait ça. Or, si ça signifie bien ça, il se trouve que dans mon cas précis, pour mon client, ça montre une atteinte à son droit aux libertés que je viens d'invoquer. Donc ça, c'est l'optique du mémoire. Après, lorsque l'avocat va se retrouver, parce qu'il va plaider, donc par le biais d'un avocat au conseil, il va plaider devant le juge constitutionnel, son état d'esprit, ça va être le même. Ça va être de démontrer au conseil constitutionnel que, effectivement, la disposition qui est imposée à son client vient complètement contrevenir à ses droits et libertés qui sont constitutionnellement garantis. Voilà, ça, j'espère que ça répond bien à la question. Ensuite, il y avait une autre question, si je ne les travestis pas, qui était une question portant sur le fait que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. Et donc, que fait-on si jamais le Conseil constitutionnel procède à des erreurs ou en fait rend une mauvaise jurisprudence, hein. En fait, grosso modo, c'est un petit peu ça. Dans le système français, c'est la Constitution elle-même qui précise, à l'article 62, que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Donc, tout le monde, y compris le président de la République, doit respecter la décision du Conseil constitutionnel et qu'elles ne sont susceptibles d'aucun recours. Donc, pour répondre de manière très triviale, si le Conseil constitutionnel fait n'importe quoi, tant pis pour tout le monde. Voilà. À ceci près qu'en fait, on peut modifier la Constitution si l'on considère que le Conseil constitutionnel fait toujours n'importe quoi. Et on est un petit peu en lien avec ce que je vous présentais en ouverture à l'issue de mon propos, à propos de l'idée d'après laquelle on envisage éventuellement de permettre au Parlement de faire échec à une décision du Conseil constitutionnel. Autre question que j'ai vue, c'est sur la protection. Comment est-ce qu'on peut protéger le juge constitutionnel? Alors là, pour le coup, en France, par rapport à ce que vous pouvez, ce à quoi vous pouvez être confronté dans vos pays, la situation est très différente. En France, jusqu'à présent, le juge constitutionnel est protégé par son statut, qui n'est pas un statut international, parce que j'ai vu à un moment donné qu'on se posait la question de savoir si on pouvait lui mettre en place une protection internationale. En France, il est protégé du pouvoir politique par son statut, qui lui garantit une indépendance parce que financière, parce qu'il n'est nommé qu'une fois, parce qu'il est nommé pour 9 années. Et ce que l'on constate dans l'usage en fait de ce qui se passe au Conseil constitutionnel français, c'est que de manière générale quand même, à partir du moment où le juge, enfin quelqu'un, même s'il était ministre auparavant, est nommé membre du Conseil constitutionnel, on se rend compte que dans l'ensemble, il est plutôt indépendant. Après, je vous dis ça, mais on a eu il y a quelques jours, la semaine dernière, je crois en France, un exemple qui peut poser question. Le président du Conseil constitutionnel actuel, Laurent Fabius, était contre la réforme des retraites et en fait, sans se baser sur des considérations purement et uniquement juridiques, il avait un petit peu l'envie de faire en sorte que la réforme des retraites ne passe pas le filtre du contrôle de constitutionnalité
plus pour des raisons d'ailleurs d'animosité personnelle avec le président de la République que pour des raisons juridiques. Mais vous voyez qu'en fait, ça n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Conseil constitutionnel, ça reste tout de même, à partir du moment où vous avez plusieurs juges, ça reste une décision avec plusieurs personnes. Donc, vous pouvez arriver par le fait qu'il y a 9 juges ou 12 juges à ce qu'on trouve finalement un équilibre dans les décisions qui sont in fine rendues. Quant à la protection internationale, les juges sont tout de même un petit peu protégés. Il y a eu des questions qui se sont posées, notamment en Pologne ou en Hongrie, avec des volontés du pouvoir politique de, par exemple, mettre d'office à la retraite certains juges pour pouvoir s'assurer une cour constitutionnelle qui soit davantage, on va dire, excusez-moi encore le terme étrial, mais qui soit plus sensible, voilà, on va dire ça comme ça, plus sensible aux desiderata du pouvoir exécutif. Ça a fait grand bruit. L'Union européenne a essayé un petit peu de sanctionner par le biais d'une rupture de financement. On a des textes internationaux avec la Convention européenne des droits de l'homme, mais j'ai presque envie de dire, mais c'est une position pleinement personnelle. Heureusement quand même que les pays gardent une certaine souveraineté quand même et qu'il n'y a pas non plus toujours ingérence. Alors, je vous permettez-moi de vous couper juste une seconde parce que monsieur le professeur Jacques Benou va nous quitter. Et je voulais le remercier très vivement de son intervention. Merci mon cher confrère, merci cher professeur, merci cher président pour votre intervention et qui est particulièrement riche. Et en fait, elle me donne envie de continuer parce qu'il y a également à poursuivre sur justement la méthode de travail de votre cours constitutionnel et je trouve que ça mérite un deuxième tome. Mais, pour le premier, merci infiniment de votre intervention. Vraiment, c'est moi qui vous remercie et je voudrais encore une fois remercier ma collègue de cette contribution et je pense qu'ailleurs, nous allons sans doute poursuivre le dialogue. Je l'espère. Merci beaucoup. Je vous salue tous et toutes. Merci. Merci. Au revoir, Joseph. À bientôt. Au revoir. Madame la professeure, excusez-moi de vous avoir coupé, mais je voulais quand même saluer. Non, mais vous avez très bien fait. En fait, je regrette d'avoir été trop long parce que je présente toutes mes excuses aux participants parce qu'il y a beaucoup de questions en fait auxquelles je serais bien incapable de répondre, n'étant pas fine connaisseuse et pas connaisseuse d'ailleurs du tout du système béninois et je ne savais pas qu'en réalité on était tenu par le temps. Donc je m'excuse tout de suite auprès de vous, chers spectateurs participants, parce que finalement j'ai pris la parole alors que peut-être que le professeur Jacques Benou aurait pu vous répondre. Bon, je ne peux pas le remplacer, il est remplaçable, mais si je peux déjà donner quelques réponses, continuer à en donner, j'espère que ça vous sera quand même utile. Et en fait, j'avais presque fini. Il y avait une question qui était posée sur que se passe-t-il en réalité lorsqu'il y a une contradiction entre une jurisprudence du juge interne et une jurisprudence du juge supranational. Et alors là, de manière générale, c'est toujours la question des rapports de système. Au niveau des ordres juridiques européens, ce qui se passe, c'est assez simple, c'est qu'on considère que les décisions des cours supranationales, Cour de justice de l'Union européenne et Cour européenne des droits de l'homme, s'imposent en fait à toutes les juridictions des États membres ou parties. Donc, si jamais il y a une contradiction entre le Conseil d'État français et la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'État doit prendre acte de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme et doit appliquer ce que a jugé la Cour européenne des droits de l'homme. Et d'ailleurs, ça va plus loin. Il y a des hypothèses où, et le Conseil constitutionnel lui-même l'a fait, où le juge interne, qu'il soit Cour de cassation, Conseil d'État ou Conseil constitutionnel, ont la possibilité de poser une question préjudicielle à la Cour de justice et ou à la Cour européenne des droits de l'homme. Le Conseil d'État l'a fait récemment, je crois que c'était l'année dernière, à la Cour européenne des droits de l'homme, et le Conseil constitutionnel l'a fait. Il a posé une question à la Cour de justice de l'Union européenne. La question, c'était de dire, voilà, moi, je ne sais pas comment on doit interpréter le principe qui est intégré dans le traité. Merci de me dire comment je dois interpréter ce principe parce que j'ai à l'appliquer dans l'affaire qui m'est posée. Et d'ailleurs, dans cette affaire, le Conseil constitutionnel français n'a pas rendu sa décision dans les délais auxquels il est tenu par la Constitution. Il doit normalement se prononcer en QPC dans un délai de 3 mois.
Et là, il a pris 1 mois supplémentaire parce qu'il a posé la question à la Cour de justice. Mais il n'a pas respecté le délai, ça en réalité n'a pas posé problème. Donc déjà, vous avez ça, vous avez ce rapport. Cela étant, parfois, les juridictions nationales se crispent et au lieu de parler de dialogue des juges, on va parler de confrontation entre les juges et ça arrive régulièrement en réalité, même si on n'en a pas des centaines de cas. Mais si on prend par exemple la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne, la Cour de Karlsruhe, en 2020, la Cour constitutionnelle s'est opposée sur une question du plan de relance européen, s'est opposée à l'Union européenne, alors c'était la Banque centrale, je crois, européenne, et a considéré que ce n'était pas le droit de l'Union qu'on appliquait, je schématise. Mais là, si vous voulez, c'est pour vous montrer que parfois, les juridictions internes se crispent un peu et imposent un petit peu plus au juge supranational. Mais dans l'ensemble, le système est plutôt bien fluide et le juge interne respecte les décisions qui sont prises par le juge supranational, pour autant que chacun reste à peu près dans sa sphère de compétence. Tout est question de sphère de compétence et de rapport de pouvoir, comment tel juge étend sa sphère de compétence en grignotant un petit peu la sphère de compétence de l'autre. C'est un petit peu ça. Et alors, dernier point auquel je pouvais répondre, c'est en ce qui concerne le caractère sérieux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de vous retrouver, c'était une décision du tribunal de grande instance de Dijon au tout début de la QPC, pour vous donner un petit peu une idée de comment le juge, alors là c'est un juge du fond, je n'ai pas pris Conseil d'État ou Cour de cassation, je n'avais pas ça sous la main, mais comment est-ce que le juge du fond peut raisonner éventuellement en ce qui concerne le fait que la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux. Et là, je suis tombée sur un exemple un petit peu curieux parce qu'il vous montre que le juge parfois du fond, et ça peut être utile aussi à savoir pour vous en tant qu'avocat, c'est que parfois le juge du fond confond les faits et le fond de l'affaire avec la question de constitutionnalité. Je vous lis le passage. C'est vraiment exclusivement sur la QPC. Attendu que le Conseil de M. X expose que cette disposition législative du Code de procédure pénale ne serait pas conforme aux droits fondamentaux garantis par la Constitution, notamment le droit à un procès équitable, en ce que cet article ne prévoit pas, pendant la durée de la mesure préventive de liberté, l'assistance de la personne gardée à vue par un avocat lors des interrogatoires des enquêteurs. Donc, on a un code, pour faire un résumé. Ce que dit le tribunal ici, c'est voilà, ce que fait le conseil de monsieur Machin, c'est qu'il explique que le code de procédure pénale sur la garde à vue est contraire au droit à un procès équitable parce que la disposition du code de procédure pénale ne permet pas à monsieur X d'être assisté d'un avocat dès la première seconde de la première minute de la première heure de garde à vue. Et donc, ça, ce n'est pas conforme à son droit à un procès équitable. Voilà ce que répond le juge. C'est lacunaire. Attendu que le prévenu a expressément refusé à tous les actes de la procédure de garde à vue l'intervention de tout autre avocat que maître Machin, lequel n'a pu être joint. Il y a donc lieu de rejeter la question prioritaire de constitutionnalité. Donc là, si vous voulez, dans cette affaire, que se passe-t-il? C'est que le juge prend en compte la volonté qui ne s'est pas exprimée dans un sens, il prend en compte ce qui s'est passé, en fait. Il dit, le client n'a pas accepté un autre avocat que celui qu'on n'a jamais réussi à joindre, donc il ne peut pas dire que ça porte atteinte au droit à un procès équitable. Ça vous donne ici une idée du type de raisonnement que le juge du fond peut tenir. Si on prend un raisonnement un petit peu plus conforme à l'esprit de la question prioritaire de constitutionnalité, en fait, ce que le juge ici aurait dû faire, c'est qu'il aurait dû confronter la substance du droit à un procès équitable, par exemple indiquer que le droit à un procès équitable suppose que l'on ait le droit au contradictoire, mais ne suppose pas la présence d'un avocat dès la première minute de la garde à vue. Et donc, de ce fait, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Voilà ce qu'il aurait pu faire. En se basant sur la jurisprudence du Conseil, il aurait pu dire le Conseil interprète cette disposition constitutionnelle de telle manière, si on l'applique à la question de l'espèce, on n'entre pas du tout dans ce cadre-là, on renvoie donc la question, ou bien au contraire, on entre pleinement dans ce cadre-là, et donc la question ne présente pas un caractère sérieux.
Voilà, j'espère que j'ai répondu au maximum de choses auxquelles je pouvais répondre. J'en profite pour continuer à regarder, mais n'hésitez pas si jamais il y a d'autres questions auxquelles je suis susceptible de répondre. Professeur, est-ce que vous pouvez nous donner la référence de la jurisprudence, s'il vous plaît? De laquelle? Celle du TGI de Dijon. Alors, je peux vous la donner. Attendez, je remonte. C'est un jugement du 15 mars 2010. Le numéro de jugement, c'est 2010/420. Jugement correctionnel, 4e chambre. Et donc, c'est le TGI de Dijon. Et le numéro de parquet, c'est le 10-43-377. Merci beaucoup. De Dijon? Oui. Oui, tribunal de grande instance de Dijon en jugement correctionnel du 15 mars 2010. Ça, c'est parce que je l'avais dans mes tuyaux, j'avais travaillé un petit peu sur la jurisprudence du fond. On a épuisé la liste des questions qui avaient été présentées. Et par ailleurs, nous arrivons à l'heure finale de notre webinaire qui a rassemblé beaucoup de monde. Et cela prouve que le sujet intéresse beaucoup les avocats. Madame le professeur, vous avez été tout à fait remarquable. Nous avons beaucoup appris, votre propos était clair, et la problématique du Conseil constitutionnel est clairement posée. Merci infiniment. Mais Laurent, peut-être un élément complémentaire à ajouter avant que Je vais te décevoir, Bernard, mais non, je n'ai rien à ajouter. Tout était très clair et je crois que je vais te laisser conclure. Alors, je vais dire, on a ouvert un premier tome. Je pense que on pourra approfondir un certain nombre d'éléments parce que, comme vous avez fait remarquer, la question n'est plus une question de spécialité de droit public ou de droit constitutionnel. Avec la QPC, la pratique constitutionnelle est entrée dans tout le domaine contentieux. Et par conséquent, il importe pour les avocats de pouvoir acquérir des réflexes de la même façon pour les questions préjudicielles en droit communautaire, en ce qui concerne la France, de la même façon pour nos amis africains de pouvoir être parfaitement informés de ces mécanismes comme des mécanismes conventionnels afin de sauvegarder les droits. Et par conséquent, notre conférence est très heureuse de pouvoir accueillir des professeurs de cette qualité, de cette compétence. Nous vous remercions infiniment, Madame la professeure, de votre intervention. Et je dis à tous nos spectateurs, je leur dis, écoutez, on vous donne rendez-vous à un prochain webinaire. Et ces webinaires organisés par la Conférence internationale des barreaux présentent cet intérêt, c'est de confronter les expériences par rapport à une tradition juridique commune pour pouvoir précisément améliorer la pratique et peut-être aussi améliorer la justice. Merci et je dis à tous un au revoir et nous recommencerons dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent, nous recommencerons avec un webinaire sur le procès des droits fondamentaux et nous aurons l'honneur d'accueillir des intervenants venant et d'Europe et d'Afrique. Voilà, vous en saurez plus dans la lettre de la CIB du mois de juin, je l'espère. Merci. Merci pour tout. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Mais c'est intéressant.